J'étais dans les archives, et je suis tombé sur un dossier étrange. Étant fan de dessins animés, je devais absolument vous en parler. Parce que, voyez-vous, cela concerne une œuvre que beaucoup d'entre vous connaissent. Je parle d'un dessin animé qui était de base une bande dessinée. Publiée pour la première fois en 1978, elle a connu un franc succès, il y a eu plusieurs adaptations. En commençant par les dessins animés, puis en passant par des films d'animation et des films en live action. Sans oublier les nombreux jeux vidéo qui en découlent. Le personnage principal de cette série est connu chez de nombreuses générations, étant apprécié par petits et grands pour son côté humoristique et fainéant. Je parle ici du très célèbre Garfield. Mais alors, pourquoi je vous en parle ici? Eh bien, le dossier sur lequel je suis tombé évoque un épisode de dessin animé adapté du chat orange, gourmand et fainéant. Connaissez-vous les distances de la première adaptation animée nommée en France Garfield et ses amis? Une série dans laquelle les épisodes sont coupés en deux parties. Tout d'abord Garfield, qui mène sa petite vie avec John, Audie, Nermal et d'autres animaux, puis la deuxième partie, qui se déroule dans une ferme, avec comme personnage Orson, Coin-Coin et d'autres animaux, tels qu'un ver de terre ou un œuf qui parle. Je ne pourrais vous dire si parmi les nombreux épisodes, certains mélangent les personnages des deux parties. Je pense que ça a dû arriver, mais je n'ai aucune certitude. Après tout, je n'ai pas regardé les dessins animés en entier. Enfin, saviez-vous qu'il y avait un total de 121 épisodes? Eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait en réalité un épisode de plus. Pas de titre à cet épisode, il n'en avait jamais. Néanmoins, cet épisode a choqué plus d'une personne à l'époque. L'épisode est diffusé pour la première et unique fois sur une chaîne de télévision américaine locale, dans un fuseau horaire bien particulier. Le dimanche 5 mars 1989, entre 2h33 du matin et 3h33. Oui, l'épisode dure 1 heure complète, alors que les autres durent en moyenne 25 minutes, ayant chacun deux parties de Garfield et de la ferme d'Orson. Une durée étrange, diffusée à une heure où le public visé, à savoir les enfants, ne se trouve plus devant la télévision. D'après témoignages inscrits dans le dossier, l'épisode commence avec une courte scène de gag, comme chaque épisode, à la différence qu'il n'y a pas de parole, et quasi aucun geste. Garfield apparaît assis, à la table de la cuisine. Il fixe John, à la même position, juste à côté de lui. Ce dernier le regarde également. Leurs visages sont sans expression, et un son de lumière en néon se fait entendre. Puis au bout d'une vingtaine de secondes, les deux personnages se retournent vers le public. La scène est coupée net par le générique habituel. La voix off annonce « Mesdames, messieurs, Garfield et ses amis ». Cependant, la fin de sa phrase est déformée, et maintient un son étrange sur la séquence. Pour ce qui est du visuel, Garfield avec son chapeau et son bâton ralentissa ses mouvements, et les couleurs de l'image changèrent. Des tons beaucoup plus chauds, une aura beaucoup plus rougeâtre, et l'expression de Garfield se déforme pour donner un visage difforme et malsain. Le générique semble bugger, répétant les mêmes frames pendant 10 secondes, puis écran noir. Nous retrouvons le chat orange en train de dévorer des plats de lasagne, avec Audie qui est couchée et qui regarde Garfield l'air apeuré. Des sons forts de mastication se font entendre. John arrive au bout de quelques minutes et se met à crier sur son chat parce qu'il n'avait pas le droit de manger les dernières lasagnes. L'animal regarde John en continuant de se goinfrer, puis s'arrête, regarde son maître, avant de se jeter sur lui dans un grognement soudain. Le plan revient sur Audie, tremblant, qui se cache les yeux pendant que des cris horribles se font entendre en arrière-plan. La scène se coupe. Le plan qui suit se passe à la fameuse ferme d'Orson. Ce dernier est rassemblé dehors avec ses amis. L'un d'eux lit un journal. Le titre principal retient fortement l'attention. John, Audie et Garfield sont portés disparus. Un rictus se dessine sur le visage du coq. Il est content d'être enfin débarrassé de ce chat qui lui volait la vedette. Un bug survient dans l'image et nous montre Rico, le coq, par terre dans une mare de sang. L'image redevient normale. La nuit tombe et les animaux de la ferme vont dormir dans leurs différentes chambres. Le poulailler, la niche, le pré, les tables, et ainsi de suite. Dans un plan extérieur nocturne, une ombre semble se diriger vers la ferme. Puis nous voyons Rico, en train de se coiffer, comme à son habitude. Dans le miroir devant lui, nous voyons quelqu'un derrière. Le coq le remarque, se retourne, mais il n'y a rien. Puis l'image bug de nouveau. Le coq pousse un cri atroce. Son visage se déforme. La teinte de l'image vire au rouge, avant qu'une main attrape le coq et le déchire en deux. Un plan avec Coin-Coin le canard arrive. Ce dernier entend la mort de Rico, et prend ses jambes à son cou. Il court pour aller prévenir Orson, lorsqu'une forme animale se jette sur lui. Coin-Coin crie, pendant que l'ombre le déchiquette en morceaux. La lumière de la lune éclaire le visage de l'animal. Il s'agit de celui d'Audie, qui est bizarrement difforme et diabolique. Un morceau de sa victime encore en bouche. Sur un nouveau plan, Orson est réveillé par des bruits de craquement. Il se lève et sort de chez lui.
Il avance dans le noir, n'étant guidé qu'uniquement par la lumière lunaire. Il s'arrête d'horreur et d'effroi lorsqu'il marche sur quelque chose qui craque. Une coquille. Il y avait à ses pieds Sheldon, l'œuf, brisé en plusieurs morceaux. Un liquide rouge et jaune sur le sol. Un gros plan sur le visage terrifié du cochon apparaît. Celui-ci commence à se déformer lorsqu'une étrange forme se lève derrière lui. Orson se retourne. La forme attrape sa tête avec ses deux mains. Un son horrible d'os et de peau arrachée se fait entendre. La tête d'Orson est décrochée de son corps qui tombe sans vie sur le sol. La forme s'avance. Le visage d'Underfield méconnaissable apparaît. Du sang lui recouvre la peau. Des yeux avec un air diabolique et un étrange sourire malsain et visible. Il s'approche de plus en plus de la caméra. Sa respiration se fait entendre. Puis soudainement, plus rien. Un écran noir apparaît. Pendant 30 secondes, rien ne se passe. Une image se montre enfin, avec un fondu additif. C'est le cadavre de Rico, le coq déchiré en deux. Puis une autre image, de Coin-Coin le canard déchiqueté. Sheldon, l'œuf broyé. Orson le cochon, décapité. Les deux moutons de la ferme, pendus à un arbre. Et enfin, John, démembré. La tête exposée là, les orbites vides. Pendant 15 minutes, les images défilent, encore et encore, de plus en plus vite. Les cris des victimes en arrière-plan. Puis soudain, plus rien. Tout s'arrête. L'épisode se termine comme ça. Les quelques personnes qui ont assisté à la scène ont été traumatisées, et encore à l'heure actuelle, font des cauchemars. Des questions ont été posées au studio derrière le dessin animé et au créateur, mais aucune réponse ne fut donnée. L'épisode, quant à lui, est à présent introuvable. Il s'agit d'un des nombreux médias perdus de notre monde. Beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi cet épisode a-t-il été créé? Pourquoi personne qui travaillait dessus ne dévoile son avis? Mais même si tout semble réel, est-il possible que ce soit une grave hallucination collective? Ce dossier nous signale aussi autre chose. Si des épisodes tels que celui-ci existent pour un dessin animé de notre enfance, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'en existe pas pour d'autres œuvres que personne n'a visionnées? Dans ce monde, il y a vraiment des choses étranges qui se passent. Des événements se déroulant sans aucune raison précise. Les phénomènes paranormaux qui apparaissent peuvent directement impacter sur le domaine de l'informatique. Dans de nombreux films d'horreur, des interférences ou encore des apparitions sur des caméras sont souvent montrées dans le but d'inspirer la peur. Dans d'autres, des vidéos, photos ou fichiers maudits sont souvent utilisés. Dans la vraie vie, ces choses se reproduisent parfois, même si ce n'est pas de la même façon. Ici, un phénomène étrange semble avoir touché directement deux concepteurs de site web. Il s'agissait de deux amis, ayant pour passion commune l'univers du web. Un soir, en discutant, ils se rendirent compte qu'il manquait quelque chose de crucial sur internet. Un site regroupant les mélanges de nourriture les plus immangeables. Certes, ils n'en avaient pas, mais c'était peut-être pour une bonne raison, je pense. Enfin bref, les deux amis firent des recherches pour remplir leur base de données. Ils tombèrent sur des plats vraiment particuliers. Entre la pizza au bonbon, le sandwich banane gouda, la mousse crevette au chocolat, ils avaient de quoi faire. Une fois l'intégration du site bien commencée, ils devaient rajouter des images. Manquant de contenu, ils prirent des images qu'ils trouvèrent drôles sur internet. Ils avaient un sens de l'humour assez particulier d'ailleurs. L'une des images récupérées portait le nom de ptitbiscuit.jpg, un nom plutôt basique et qui collait très bien avec le visuel, étant donné que c'était le visage en gros plan du personnage Petit Biscuit, le fameux bonhomme en pain d'épices du film d'animation Shrek, l'ogre vert. Ce fichier ne posait pas spécialement de problème, du moins au début. Mais lorsqu'il a fallu le remplacer sur le site par une image en lien avec le texte qui était mis, le fichier a commencé à provoquer des bugs, des dysfonctionnements sur le site. Tout d'abord, le fichier a refusé de céder sa place, malgré les modifications dans le code du site web. Alors Steve, l'un des deux amis, a voulu régler à la source le problème, en supprimant le fichier directement sur son ordinateur. Cependant, ce n'a pas fonctionné. Au contraire, ce fichier s'est dupliqué. Steve en a parlé à son ami. Celui-ci suspectait que le ptitbiscuit.jpg était en réalité un virus, qu'ils avaient téléchargé sans le vouloir. Alors ils lancèrent une analyse de l'appareil sur lequel il était. Aucun virus. Une analyse complète. Rien. Une analyse du serveur du site. Rien non plus. Une analyse du dossier qui contenait le fichier. Rien. Une analyse précise du fichier en question. Et c'est là que ça en devient intéressant. Leur logiciel d'antivirus ne détectait pas le moindre fichier se nommant ptitbiscuit.jpg. Alors ils ont tenté différents logiciels,
Mais aucun, je dis bien aucun antivirus n'a détecté le fichier en question. Pourtant, il était bien là, sur leur ordinateur. Ils ont essayé de faire une copie de leur dossier du site web, en transférant un par un les éléments dont ils avaient besoin, sans prendre la photo du personnage en pain d'épices. C'était une bonne idée, néanmoins elle n'a pas fonctionné non plus. Le fichier était toujours là. Les deux amis se disputaient pour savoir lequel des deux avait téléchargé cette image débile qui était apparemment un virus, mais chacun rejetait la faute sur l'autre. Ils ont alors emmené l'ordinateur dans une petite boutique spécialisée dans les problèmes informatiques et les virus, et leur ont expliqué la situation. Le gérant était un peu perplexe sur le fait que ce soit un virus, mais il fournit comme théorie que le fichier en question avait permis à une personne mal intentionnée de se faufiler dans l'ordinateur et d'en prendre le contrôle, se mettant en administrateur et donc ne permettant pas aux autres utilisateurs de supprimer certains fichiers. Il avait une idée de la procédure qu'il allait suivre pour régler le problème des deux concepteurs. Et dans celle-ci, la réinitialisation de l'ordinateur était nécessaire. Les deux amis hésitaient, vu qu'à chaque reprise des fichiers de leur site, ptibiscuit.jpg était présent, ils n'avaient pas de réelle sauvegarde. Après une réflexion entre eux, ils décidèrent qu'ils recommenceraient leur site depuis le début, et qu'au moins ce problème serait réglé. Ils confièrent donc l'ordinateur ainsi que les différents disques durs à l'informaticien de la boutique. Le délai nécessaire au traitement était entre 1 et 3 semaines, étant donné qu'il y avait d'autres clients avant eux. Les deux amis en ont alors profité pour recréer leur site de leur côté, sur un ordinateur prêté par le gérant. Comme ça, lors de la récupération de leurs biens, ils n'avaient plus qu'à transférer les fichiers dessus. Après 2 semaines et demie d'attente, et de travail acharné, Steve se rendit à la boutique pour récupérer son ordinateur. Le problème avait apparemment été réglé. Il prit alors son matériel et repartit. Une fois rentré chez lui et le PC démarré, il vérifia instantanément le contenu de ce dernier. Il fut frappé par une incompréhension lorsqu'il découvrit un dossier du nom de ptibiscuit.jpg. Steve a alors ouvert le dossier, et à l'intérieur se trouvait le fichier ptibiscuit.jpg, qui était toujours là. Il ne comprenait pas. Alors il est retourné voir l'informaticien. Ce dernier lui dit qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait aucune raison que ce fichier soit encore présent, et il soupçonnait même Steve de l'avoir mis lui-même à l'intérieur de l'ordinateur. Aucun remboursement ne fut rendu, et Steve est reparti chez lui, accompagné de son ordinateur et de petits biscuits. Eric, l'ami de Steve, fut mis au courant de ce problème, et il ne comprenait pas non plus. Enfin bon, il n'avait plus le PC du gérant et avait tout transféré sur celui de Steve, qui possédait encore le virus. Ils prièrent pour que leur site ne serait pas touché par le fichier en question. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Alors Steve a demandé de l'aide sur un forum. Après plusieurs conseils, il y en avait un qui permettait de désinstaller de force n'importe quel fichier. Il s'agissait d'une solution. Le feu par le feu. Un virus pour battre un autre virus. Il n'avait plus le choix. Et après avoir téléchargé le virus, il s'empressa de supprimer ptibiscuit.jpg. Et pour la première fois, le fichier disparut du dossier. Steve pensait qu'il était enfin débarrassé de ce dernier. Mais soudainement, il s'est passé une chose assez étrange. Le fichier ptibiscuit.jpg se remit une fois, 2 fois, 3 fois, etc. etc. Le développeur a alors ouvert les différents fichiers, et il fut pris de panique quand il vit que ce n'était pas la même image. À chaque image, Ptibiscuit était de plus en plus sombre, teinté de rouge, déformé. Les fichiers n'arrêtaient pas de se dupliquer encore et encore. Il ne semblait y avoir aucune solution. Des erreurs système sont apparues sur son écran, et le son se mit à s'activer, répétant en boucle ptibiscuit.jpg, le nom du fichier. Pour Steve, ça en était trop. Il a alors fermé son ordinateur, mais celui-ci continuait toujours. Essayez Alt F4, d'éteindre au bouton, mais rien n'y fit. Dans un élan de panique, il prit son ordinateur et le jeta au sol avant de taper dessus avec son pied. La voix robotique diminua petit à petit. Et puis, plus rien. L'homme ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Steve était en pleurs. Il a alors appelé son ami pour lui raconter toute la scène. Mais celui-ci ne décrochait pas. Il avait besoin de réconfort, alors il s'est rendu chez lui. En arrivant, la porte était entr'ouverte, et en la poussant, il put constater qu'un silence pesant régnait dans l'appartement. Mais pire encore, il y avait des petites traînées de sang sur le sol. En regardant mieux, il vit que ça partait de l'arrière de la porte. Alors après être entré, il la referma. Il y avait plusieurs marques sur celle-ci, comme des traces de griffures, et ce qui semblait être un ongle humain incrusté dedans. Steve était horrifié, et il n'arrivait pas à réfléchir. Il se dit que quelqu'un avait attaqué son ami, et qu'il devait l'aider. En avançant dans la pénombre de l'appartement, il se rendit dans le salon. Il vit une masse sur le sol. Il alors cherchait avec sa main l'interrupteur pour éclairer la pièce. Une fois les lumières allumées, Steve fut pris d'une angoisse sans nom. Au sol, dans une mare de sang, gisait son meilleur ami. Il s'est alors penché sur lui pour l'aider. En le retournant,
Il faillit vomir. Ses yeux avaient été arrachés, laissant ses orbites vides. Et à ses mains, il manquait la plupart de ses ongles. Eric était mort. Là, sous ses yeux, et Steve ne savait pas quoi faire. Près du corps, posé sur la table, il y avait l'ordinateur de son ami, auquel était branché le disque dur externe qu'il avait récupéré de l'informaticien. L'écran de l'ordinateur se mit en marche en étant saccadé, et une faible voix sortit des haut-parleurs, prononçant tbhistory.jpg. Comme quoi, des phénomènes étranges se produisent un peu partout dans notre monde, sans pour autant que l'on possède la réponse. Les entités et des malédictions traînent partout, sous toutes les formes. Et Internet permet de les propager de plus en plus. Il faut bien faire attention à ce que vous téléchargez sur le net. Après tout, même la plus innocente des images pourrait bien provoquer un cataclysme sans nom. tbhistory.jpg. Vous vous rappelez de votre enfance ? Je veux dire des choses qui l'ont bercé. Les peluches que vous traîniez avec vous. Les jouets que vous commandiez sans cesse. Vos bonbons préférés. Et encore plein de choses incroyables. Je me rappelle qu'il y avait une chose que j'aimais particulièrement à l'époque. C'était les Lego. Vous savez, les briques que l'on peut assembler pour créer n'importe quelle histoire, laissant libre cours à notre imagination. J'adorais ça, au point d'en demander à chaque anniversaire et chaque Noël. D'autres c'étaient les Playmobil, ces petites figurines avec des visages simplistes. Certains, c'étaient les voitures, qu'ils faisaient rouler sur le sol en imaginant des terrains de tous les pays. D'autres encore les poupées, avec toute leur panoplie de maisons et d'accessoires. De notre temps, les enfants de la nouvelle génération sont plus bercés par les écrans, avec TikTok, YouTube, etc. Mais le monde du jouet continue toujours de grandir. Je pense toujours aux films, ceux qui utilisent des jouets comme entités dans leur histoire pour faire un peu peur, comme une poupée dans Chucky ou Annabelle, une araignée mécanique à tête de bébé dans Toy Story, un jeu de société dans Jumanji, ou encore des mascottes humanoïdes dans Spy Kids. Ici, je vais vous parler d'un cas un peu spécial. Le dossier du jour concerne un enfant. C'est sa mère qui a écrit ce que je vais vous lire. 5 mars. C'est l'anniversaire de mon petit Timmy aujourd'hui. Pour l'occasion, je lui ai offert une boîte de 5000 caplas. Il en a très peu qui existent, mais j'en ai trouvé une dans un vide-grenier du coin. Il adore empiler des choses et faire des constructions. Alors ce cadeau lui a fait super plaisir. Je suis si contente, je veux le meilleur pour lui. 6 mars. Aujourd'hui, je suis allé me balader au centre commercial pour me détendre et faire quelques achats. Quand je suis rentré, Timmy était en train de bien s'amuser avec ses caplas. Il a construit plein de choses. 7 mars. Je ne sais pas si j'ai bien fait de lui offrir une boîte aussi grande. Il passe tout son temps à jouer avec. Bon, il les a reçus récemment, donc je pense qu'il va beaucoup les utiliser. Puis s'en lasser, comme à chaque fois. 10 mars. J'ai l'impression que ce jeu se transforme en une sorte d'obsession pour lui. Il ne veut plus aller à l'école et passe son temps à y jouer. Quand je lui dis qu'il devait arrêter, il m'a dit que ce n'était pas son choix. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. 12 mars. Ce petit a un sérieux problème, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Il a réussi à enlever les petits meubles de la maison. Je ne sais pas comment. À la place, il a des structures en caplas. J'ai décidé de les ranger dans la boîte. Mais je ne retrouve plus les meubles qui étaient là à l'origine. 14 mars. Ce gosse est vraiment insupportable. Il s'est remis à déballer tous ses caplas partout dans la maison. J'ai voulu le forcer à les ranger. Mais il s'est mis à me crier dessus. Je l'ai alors puni en l'enfermant dans sa chambre et j'ai recommencé à tous les ranger. Mais c'est là que je me suis aperçu de quelque chose de bizarre. Les caplas ne rentrent plus dans la boîte. Ce n'est pas un problème de rangement, non. C'est bien la place qu'il manque. Et ce n'est pas un peu de place. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs milliers de caplas en trop. Je ne comprends pas. 17 mars. Cela fait 3 jours que je ne suis pas sorti de chez moi. Pour la simple raison que je n'arrive pas à retrouver la sortie. Quand j'ai dépuni Timmy, il s'est mis à courir partout et à renverser les caplas que j'avais rangés. Quand je disais qu'il y en avait beaucoup plus qu'au début, je ne me trompais pas. Il y a des constructions partout. Des constructions qui font ma taille. Ça n'a vraiment aucun sens. J'ai l'impression d'être perdu dans un labyrinthe de caplas dans ma propre maison. 19 mars. Je ne sais pas où est Timmy. Au début, j'ai essayé de l'appeler. Mais je n'entendais que des échos de ma propre voix. Je n'arrive plus à me situer dans cette maison. Et je commence à être très fatigué. Je ne sais pas comment c'est possible que ces satanées jouets se soient multipliés. J'ai vraiment peur de ne pas réussir à sortir d'ici. Il s'agit du dernier écrit de Rebecca, la mère de Timmy. Tout ce que je vous ai lu provient de son journal, que nous avons retrouvé dans des circonstances assez particulières. Plusieurs jours après le dernier message, une voisine inquiète de ne plus voir aucun signe de vie s'est rendue chez l'enfant et sa mère. Personne ne répondait et elle ne voyait rien à travers la fenêtre. Alors, elle a appelé la police. Par chance, l'agent qui a pris en charge l'appel travaille pour le bureau, et donc la patrouille envoyée sur place aussi. Vous savez, plusieurs policiers travaillent avec nous.
Ça permet de canaliser les rumeurs et les recherches extérieures pour ne pas perturber nos enquêtes. Enfin, revenons-en à l'affaire. L'équipe qui est arrivée sur place a forcé la porte, et ont tout de suite bloqué le périmètre, et ont contacté mon supérieur. En ouvrant la porte, ils sont tombés nez à nez avec un mur blindé en capla. Normalement, ces jouets sont assez faciles à renverser. Néanmoins, ici, ce n'était pas le cas. Il a fallu y aller à la masse pour réussir à se frayer un passage. Derrière ce mur, d'autres murs, des mêmes matériaux. Encore et encore. L'exploration fut lancée, et entre deux murs, on a retrouvé ce journal sur le sol, comme s'il était tombé. Nous sommes alors mis à enquêter sur celui-ci, et pendant qu'une équipe continue l'exploration, dans l'espoir de retrouver la mère et son fils en vie, nous avons recherché l'origine de la boîte de Capla, offerte pour l'anniversaire du gamin. Après avoir fait le tour des vides-greniers, en posant des questions, nous avons eu plusieurs témoignages à propos d'un homme mystérieux, qui vendait tout le temps la même chose. Âgé de la soixantaine, portant un chapeau noir et se déplaçant constamment avec une canne, son stand était à chaque fois rempli de vieux jouets en bois, et plusieurs personnes se rappellent avoir vu une énorme boîte posée derrière lui. Nous avons réalisé un croquis de cette boîte et l'avons transmise à l'équipe d'exploration. Au bout d'une semaine de recherche, le centre de la maison a été atteint. Une étrange boîte fut retrouvée. Elle collait parfaitement à la description. Elle fut mise sous scellé et sortie de la demeure. L'équipe d'analyse l'a récupérée et a découvert qu'en dessous, une inscription avec des symboles inconnus était gravée. À force d'un travail acharné, les scientifiques ont trouvé l'origine de cette boîte. En Égypte. Je m'y suis alors rendu avec plusieurs agents. L'Égypte est vaste, mais nous avions par le passé déjà repéré l'un des symboles de la boîte sur une pierre d'une pyramide. Cependant, celle-ci était fermée et nous n'avions pas de raison supplémentaire pour y entrer. Mais là, ce n'était plus le cas. Après avoir percé l'un des murs, nous nous sommes engouffrés à l'intérieur. Nos lampes éclairaient faiblement les couloirs, tandis que des toiles d'araignée se collaient à nos vêtements. Au bout de quelques heures, nous avons trouvé la pièce principale. Mais la porte ne s'ouvrait pas, les mêmes inscriptions que sur la boîte de Capla étaient présentes. On a encore une fois forcé le passage, mais des pièges nous attendaient juste derrière. On a bien failli y rester, mais la chance semblait de notre côté. On a pu allumer des torches présentes dans la pièce pour y voir plus clair. Au milieu, il y avait 6 stèles. Sur les 6, il n'y en avait qu'une seule, sur laquelle un objet était posé. Il s'agissait d'un vieux livre. À l'époque, les Égyptiens gravaient du texte sur les matériaux, comme de la pierre. Alors, que faisait ce livre ici? Nous l'avons saisi, en gardant nos gants bien entendu, pour ne pas interférer avec le travail de la scientifique. À ce moment-là, un tremblement de terre se fit, et la pyramide a commencé à s'écrouler sur nous. Nous avons couru, comme si nos vies en dépendaient. Ce qui était clairement le cas ici. Et nous sommes sortis in extremis. Par chance, tout le monde avait réussi à s'en sortir. Le livre fut analysé par nos équipes. Il enfermait de longs textes en anglais. Encore une fois, que faisait un tel ouvrage dans une pyramide égyptienne? Nous avons une théorie dont je vous parlerai après vous avoir raconté le contenu du livre. Dedans, il était question d'une femme, nommée Isis. Celle-ci a épousé Khafanra, un homme destiné à devenir pharaon. Leur mariage se passe à merveille, et un jour le père de l'homme est décédé. Khafanra est alors devenu pharaon à la place de son père. Son règne se passait bien, néanmoins, un jour, il a attrapé un étrange virus, qui ne lui permettait plus de sortir. C'est à partir de là que Isis faisait intermédiaire entre son mari et les généraux de leur empire, transmettant le moindre de ses ordres. Mais plus le temps passait, plus les généraux trouvaient tout cela assez suspect. Alors un jour, ils sont entrés de force dans la demeure du pharaon, et ce qu'ils ont trouvé était plus qu'étrange. Dans la pièce principale, il y avait des morceaux de bois un peu partout, et dans la chambre, les généraux retrouvèrent Khafanra, dans son lit. Mais il avait un aspect plutôt étrange. En effet, son corps était fait entièrement de bois. Et il ne donnait plus aucun signe de vie. Ils se sont alors emparés d'Isis, la tenant pour responsable, et l'ont faite prisonnière. Après une fouille de la demeure, ils ont trouvé une tablette en pierre sur laquelle était gravé un texte, parlant d'une malédiction. Il semblerait qu'Isis en aurait lancé une, qui retire petit à petit la vie et la mobilité à quelqu'un, pour les transférer dans des objets en bois. Ce qui donne une vie à ces objets, et transforme la personne atteinte de la malédiction en bois. Sur la tablette, il y avait la formule pour activer la malédiction. Isis fut condamnée à mort, et il a été décidé d'enfermer les corps de Khafanra, d'Isis, ainsi que la tablette renfermant la malédiction, et les différents objets possédant des morceaux de vie du pharaon, dans un tombeau, enfermé dans une pyramide. Dans le livre que nous avons retrouvé, les 5 objets sont listés comme étant une boîte de morceaux en bois, un pantin en bois, une flûte en bois, un dé en bois, et enfin, une couronne en bois. Nous en avons déduit plusieurs choses. La première
est que la boîte de Kapla faisait partie de ces objets. La deuxième est que quelqu'un s'est introduit dans la pyramide pour s'emparer de ces objets. La troisième est que le livre en question était là pour remplacer la tablette avec la malédiction en termes de poids et ainsi ne pas faire s'effondrer le toit de la pyramide sur le voleur. Et enfin, la personne ayant revendu la boîte en bois à la mère de Timmy était sûrement la personne ayant récupéré les objets. Actuellement, on recherche activement le vieil homme ainsi que les objets en bois. Nous les avons nommés les artefacts d'Isis. Nous enquêtons également sur l'origine de la malédiction. Mais trouver cette tablette nous aiderait grandement. Après tout, Isis l'a lancée sur le pharaon Khafanra. Mais comment l'a-t-elle obtenue? On se doute néanmoins de la raison qui l'a poussé à faire ça. L'envie de gouverner, et peut-être aussi qu'elle détestait son mari. Mais ça, on n'en sera jamais sûr. En ce qui concerne notre affaire principale, les Kapla ont arrêté de se propager davantage dans la maison depuis que nous avons retiré la boîte. Et les recherches pour retrouver Timmy et sa mère continuent. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer. Les chances qu'ils soient encore vivants sont quasiment nulles. Personnellement, je me pose une question. Quelles sont les intentions de l'homme au stand de jouets en bois? Pourquoi a-t-il vendu un jouet aussi diabolique à une simple mère de famille? On espère le savoir bientôt. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous vous baladerez dans un vide-grenier ou dans une brocante, faites attention à vos achats et à leurs origines, car il se pourrait bien que derrière une apparence simple et joyeuse se cache une terrible légende, accompagnée d'une certaine malédiction. Si je vous parle de l'enfance, de ce que cela vous inspire, il y a de fortes chances pour que vous me parliez d'une marque très connue, Disney. En même temps, pour beaucoup d'entre nous, ils ont bercé nos années d'enfants, avec leur adaptation de contes en film d'animation. Aujourd'hui, leur expansion semble sans limite, achetant petit à petit les autres studios et les marques. Et même s'ils possèdent de nombreuses choses, je me dis que dans le futur, ils seront omniprésents. Ici, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'ils ont fait, ni de toutes les rumeurs qui tournent sur eux. Non, je vais vous raconter une des nombreuses histoires glauques qui entourent Disney. Plus précisément, nous allons nous plonger au cœur des parcs, les fameux Disneyland. Il y a actuellement 12 parcs, répartis en 4 pays. Les États-Unis, le Japon, la France et la Chine. Mais saviez-vous que fut un temps, un autre parc avait été ouvert? Peu de personnes le savent. Mais dans les années 90, la construction d'un Disneyland en Russie a été lancée. Plus précisément, en 1992, le lieu était entouré de forêts avec des arbres si hauts que le château emblématique du parc devait obligatoirement être plus grand. La construction se faisait difficilement. Il faut dire que ce choix s'était fait suite à la chute de l'URSS. Populariser la célèbre marque dans un pays comme la Russie était un pari risqué. La météo n'était pas vraiment clémente, et certaines maladresses étaient commises par les ouvriers. Des structures qui se brisaient, des sols qui s'effondraient, et des employés qui se blessaient. Mais après de nombreuses péripéties, en 1995, le parc était là. De nouvelles attractions étaient présentes, en plus de celles qui sont dans tous les parcs, comme It's a Small World et Pirates des Caraïbes. L'ouverture au public s'est faite en mars 1996. À cette époque, Disney tentait de se renouveler dans les attractions. Et pour cela, ils ont mis en place de nouveaux automates. Et le parc de Russie a été le premier à en bénéficier. Ils avaient l'air plus vrais que nature, même peut-être un peu trop vrais. Ils ont commencé par 9 animatroniques qu'ils ont placés dans It's a Small World. Et quelques retours du public étaient qu'ils étaient terrifiants et qu'ils faisaient peur aux enfants. Mais vous savez comment sont les enfants, un rien peut les effrayer. Certains employés ont avoué qu'ils étaient mal à l'aise à l'idée de traîner dans l'attraction avec ces choses près d'eux en dehors des heures d'ouverture du parc. Et puis en juin 1996, le bossu de Notre-Dame est sorti aux États-Unis. Pour la promotion, ils ont placé une nouvelle attraction au Disneyland de Russie, avec à l'intérieur un automate du bossu, une des nouvelles versions, ce qui fit passer le nombre d'animatroniques, dernier cri, de 9 à 10. Et comment vous dire qu'à partir de là, ce fut la descente aux enfers pour le parc. Tout a commencé par des bugs, des coupures de courant, des plombs qui sautent, et des automates qui fonctionnent sans électricité, ou qui ne fonctionnaient plus une fois branchés. Et puis un jour,
un visiteur fut blessé par l'animatronique du bossu. Celui-ci aurait fait un mouvement trop brusque qui aurait griffé profondément l'homme, jusqu'à en saigner. Et le pire de tout, un enfant a disparu dans It's a Small World. Il avait réussi à se faufiler entre les wagons et a échappé à la vigilance de ses parents et des employés. Sur les caméras de surveillance, on le voit entrer, mais jamais en sortir. Tout le parc fut fouillé. Rien. Comment vous dire que pour Disney, c'était une affaire à prendre très au sérieux. L'attraction fut fermée. Néanmoins, le parc, n'étant déjà pas très populaire en Russie, a commencé à se faire déserter par les touristes et les locaux. Et en septembre 1996, il y eut un dysfonctionnement avec l'automate du bossu qui a provoqué un incendie. Cette nuit-là, il y eut beaucoup de vent et le parc fut ravagé par les flammes. Suite à cela, le parc Disneyland de Russie fut fermé et complètement mis à l'abandon. Les distances du parc furent effacées de toutes les publicités, affiches et articles dans la presse. Plus aucun automate expérimental n'a vu le jour par la suite. Du moins, pas les mêmes versions qu'en Russie. Aucun procès n'a été lancé pour les différents incidents qui s'y sont produits. Pire encore, impossible de remettre la main sur les parents de l'enfant, ou sur l'homme qui avait été blessé par le bossu. Au bureau de l'étrange, on aime bien fourrer notre nez un peu partout. Mais Disney a horreur de ça. Pire que ça, les secrets qui entourent la fameuse entreprise sont très durs à découvrir. Ils sont très forts pour tout ce qui est destruction de preuves et dissimulation d'informations. Ce dont je vous parle ici est déjà une mine d'or. Disney avait une bonne raison de mettre en place un parc dans un endroit aussi isolé où personne ne connaissait vraiment les autres parcs Disney. Laquelle? Nous ne le savons pas encore. Mais disons qu'on a rendu une petite visite dans ce parc laissé à l'abandon. Il était difficile de retrouver l'adresse exacte. Mais une fois fait, le lieu était un peu sécurisé. Il y avait une clôture électrique tout autour. Nous sommes passés sans trop de difficultés et nous avons constaté les infrastructures brûlées. Dans l'attraction It's a Small World, une musique se faisait entendre, la fameuse, mais complètement hachurée, saccadée. Il est clair que l'électricité n'avait pas été coupée. Les automates présents étaient tous carbonisés. Difficile de différencier les anciens modèles des modèles expérimentaux. Mais certains emplacements paraissaient vides, comme s'il manquait quelque chose. Et puis nous sommes allés voir le bossu. Normalement, nous aurions dû retrouver quelques restes, mais soit l'incendie l'a réduit en cendres, soit il n'a pas pris feu. Ou alors, il a changé de place, mais en tout cas, il n'était pas là. Nous n'avions pas le temps de fouiller l'intégralité du parc. Il fallait faire attention aux moyens que Disney met en place pour éviter toute fuite qui risquerait de les compromettre. Cependant, en nous dirigeant vers la sortie, j'ai entendu un bruit métallique provenant d'un endroit sombre du parc. En me retournant, j'ai cru voir 2 yeux rouges m'observer dans l'obscurité. Il se peut que les automates expérimentaux aient été programmés d'une certaine façon, ce qui leur donne plus de liberté, et qu'ils ne s'en soient pas tenus à ce que la morale nous ordonne de faire. Pire encore, il se peut qu'ils n'aient pas tous été détruits dans l'incendie, et qu'ils rôdent toujours dans les parages. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que Disney nous cache des choses. Et ce n'est ici que la partie immergée de l'iceberg. Nous gardons un œil sur eux. Ils savent que nous existons, et ils nous détestent. Mais peu importe leurs sentiments, nous ne les lâcherons jamais, et nous révélerons au grand jour toutes leurs petites magouilles. En attendant, si vous vous rendez dans un parc Disney, faites bien attention à suivre les règles. Il en va de votre sécurité. Et si vous partez à la recherche du parc abandonné de Disney, méfiez-vous, si jamais vous tombez nez à nez avec des automates plus vrais que nature. Il se pourrait bien qu'ils soient vraiment plus vrais que nature. La dernière fois que j'ai pris un petit déjeuner, c'était il y a bien longtemps. J'ai arrêté d'en prendre quand j'ai choisi de privilégier le temps de sommeil en plus à la perte de temps d'un bol de céréales. Parce que oui, personnellement, je mangeais beaucoup de céréales. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, ça a bercé vos matinées d'enfants. Quoi de mieux qu'un bon bol de céréales devant notre dessin animé préféré? Il est vrai que des tartines avec du beurre et de la confiture rivalisent fortement avec notre ami le bol. Vous vous souvenez sûrement des muesli, les mélanges de fruits secs et de flocons,
ou encore les Cookie Crisp, ces céréales en forme de mini cookies, les Fruit Loops, des anneaux fruités de différentes couleurs, et je ne peux pas ne pas citer les fameuses Mel Pops ou les Chocapic. Toutes ces céréales ont bercé de nombreuses générations, et elles continuent encore de le faire. Bien sûr, suivant les pays, ce n'est pas les mêmes marques, ni les mêmes noms. Aux États-Unis, par exemple, il y a les fameuses Cap'n Crunch, avec l'effigie d'un capitaine de la marine, ou encore les Monster céréales, arborant fièrement les différents monstres connus. Mais savez-vous qu'à une époque, il y avait une autre marque de céréales qui a tenté de se populariser. Elle a d'ailleurs presque réussi. Je vais tout vous raconter sur les céréales Twisty. Les premières boîtes de la marque sont apparues en 1989, dans une petite ville américaine. Elles étaient présentes dans le célèbre Walmart de la ville. Il s'agissait de céréales en forme de spirale noire et blanche. La boîte était recouverte de ces spirales comme motif, avec marqué en gris dessus « Twisty, the cereal that will spin you into fun », pouvant être traduit par « Twisty, les céréales qui vous font tourner la tête ». Et oui, avant que vous posiez la question, ces céréales étaient bien destinées aux enfants. Drôle de charte graphique pour le public ciblé. Les familles ont commencé à en acheter, non pas grâce à sa teinte grisâtre, mais principalement car elles étaient les moins chères du rayon. Il se trouve que les céréales Twisty ont beaucoup plu aux petits bambins. Ils disaient que les céréales avaient un goût de magie. Alors je n'ai aucune idée du goût de la magie, mais vous savez comment sont les enfants. L'appréciation de la marque s'est répandue dans les villes aux alentours, et d'autres supermarchés s'en sont procurés. Toutes les familles n'achetaient plus que Twisty en marque de céréales, ce qui a provoqué une chute du chiffre d'affaires pour ses concurrents. Ce qui était étonnant en revanche, c'est qu'on n'a jamais entendu parler de Twisty par des affiches, des spots publicitaires ou des pubs à la radio. Non, que du bouche à oreille. Les médias intéressés par cette nouvelle découverte dont les enfants raffolent se sont emparés du sujet, ou du moins, ils ont essayé. Ils n'ont jamais réussi à contacter qui que ce soit de l'entreprise, ne trouvant aucune donnée. Alors ils ont tenté d'avoir des informations au Walmart où étaient apparues pour la première fois ces boîtes grisâtres. Néanmoins, là aussi, aucune information. Tout ce qu'ils avaient était un numéro qu'ils pouvaient appeler uniquement pour être réapprovisionnés. Tout ceci était assez curieux, mais les médias ont laissé tomber par manque d'informations. Et pour se venger de ça, ils en ont profité pour faire des articles sur les autres marques de céréales et les mettre en avant, contre rémunération, bien entendu. Que voulez-vous, les médias sont manipulables, du moment qu'on y avance le prix. Et ça a plutôt bien marché. Les parents se sont laissés tenter par d'autres marques de céréales, toutes plus différentes les unes que les autres. Néanmoins, une chose assez curieuse s'est produite. Les enfants ont refusé de manger d'autres céréales que les Twisty. Les parents avaient beau insister, ils ne voulaient pas. Et les quelques-uns qui ont été forcés par leurs parents ont tout recraché, en disant que c'était immonde. Alors les familles sont repassées à Twisty, afin de calmer leurs enfants. Mais ceux-ci commencèrent à se comporter de façon étrange. On aurait dit qu'ils avaient besoin de ces céréales. Plus que ça, elles semblaient leur donner de l'énergie. Mais ce n'est pas la seule chose qu'elles leur procuraient. Certains enfants avaient des idées noires. Plusieurs se sont blessés avec différents outils, tandis que d'autres ont attaqué leurs parents. Et c'était sans compter ceux qui attaquaient leurs camarades à l'école en les mordant. Un point commun était présent chez tous ces enfants. Ils avaient tous mangé des céréales Twisty. Des psychologues, des psychiatres et des médecins se sont réunis afin d'aider les enfants et de voir de quels troubles ils souffraient. À côté de ça, c'était trop gros pour ne pas s'inquiéter, et des chercheurs ont analysé les ingrédients des fameuses céréales. Il se trouve que les céréales Twisty avaient été enrobées dans un liquide qui avait été ensuite recouvert de sucre. Ce liquide permettait de transmettre certaines données à travers le sang de la personne qui en mangeait. Leur cerveau récupérait les données et les réalisait. C'était comme des ordres que l'on donnait à des soldats. Sauf qu'ici, il s'agissait d'enfants. Le plus gros problème était que personne n'avait aucun contact avec les créateurs de céréales, pas même les autorités. Lorsque l'affaire a éclaté, le numéro du fournisseur ne répondait plus et sonnait comme les numéros qui n'étaient plus attribués. Toutes les boîtes des céréales Twisty ont été retirées du marché et plus personne n'a entendu parler de la marque. Les enfants qui avaient été affectés
ont suivi un traitement afin de les dissuader de suivre les ordres donnés par les céréales. On estime à 213 enfants le nombre de victimes touchées. L'année suivante, une loi a vu le jour, rendant obligatoire la vérification et l'affichage des ingrédients dans tous les produits vendus en grande surface. Finalement, les céréales Twisty étaient un peu comme de l'hypnose ou un lavage de cerveau. Mais une question reste en suspens. Qui a bien pu être à l'origine de tout ça? Personne n'a réussi à retrouver la trace des fondateurs. Pire encore, si vous cherchez des informations sur les céréales Twisty, vous ne trouverez plus rien. L'affaire a été étouffée par quelqu'un de puissant, ou par quelque chose, comme une organisation par exemple. Si vous vous posez la question, nous n'avons pas non plus la réponse au bureau. Et oui, nous avons un exemplaire d'une boîte de céréales Twisty. D'ailleurs, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est qu'ils ont prévenu sur la boîte de céréales l'effet causé par celle-ci. Twisty, les céréales qui vous font tourner la tête. Vous savez quelle est la chose la plus agréable au monde pour un enfant? Avoir des bonbons illimités. Bien sûr, c'est loin d'être la nourriture la plus saine du monde, mais pour autant que je m'en souvienne, quand j'étais petit, j'adorais en manger. Chaque fois qu'on allait à la boulangerie, je regardais avec envie les différentes sucreries colorées exposées dans les vitrines, espérant que mon père m'en achète en même temps que la baguette de pain pas trop cuite habituelle. Malheureusement, ça n'arrivait jamais. Mais bon, quand on est enfant, on peut être assez capricieux. Aujourd'hui, je n'en mange plus. Je ne sais pas si c'est parce que c'est trop sucré ou que ça colle trop aux dents, mais je n'accroche plus à ces sucreries. Qu'est-ce que vous voulez? On grandit et nos goûts changent. Mais même si je n'en mange plus, ce n'est pas ça qui va dissuader les fabricants de bonbons d'arrêter. Loin de là. Depuis 2024, le marché du bonbon a repris un bon rythme. Et cela ne fait qu'augmenter. Les enfants en raffolent, mais les adultes aussi. Ce qui est le plus vendu, ce sont les chewing-gums. Ces bonbons que l'on mâche encore et encore jusqu'à ce qu'ils perdent tout leur goût. On peut faire des bulles avec, puis elles les explosent, et on recommence. Je ne vais pas vous citer toutes les marques de bonbons qui existent, mais certaines sont assez méconnues. Laissez-moi vous parler des bonbons les plus étranges que je connaisse. Leur nom? Les Rigolo Crocs. Des bonbons rouges en forme de smiley, tous présentant des expressions différentes, dont certaines un peu déformées. À première vue, ces bonbons n'ont rien de spécial. Lors de leur sortie, ils ne se sont pas popularisés. La raison étant qu'il s'agissait d'une petite entreprise locale. Les enfants en prenaient de temps en temps quand ils passaient devant le magasin de bonbons en sortant de l'école. Mais au bout de quelques mois, des phénomènes assez étranges ont commencé à se produire. Les enfants qui en consommaient avaient leurs traits de visage qui commençaient à changer, devenant petit à petit assez perturbants. Leurs sourcils devenaient plus fins, leur nez s'aplatissait de plus en plus, se mélangeant à leur visage. Leurs yeux se déformaient, devenant plus ovales, et leur bouche devenait de plus en plus étroite, semblant plus être une fente dans la peau qu'une réelle bouche. En remarquant ça, les parents ne comprenaient pas, mais en enquêtant, on a trouvé que le point commun entre tous les enfants était ces fameux bonbons rouges. Ce qui a suivi est d'une profonde tristesse. Lors d'une descente dans le lieu de fabrication des bonbons, on a constaté qu'il n'y avait plus personne. Tous les employés s'étaient envolés. On n'a trouvé aucune indication sur la composition des sucreries, alors on les a analysés. Et on n'a rien trouvé. Rien de très scientifique en tout cas. Peut-être qu'un sort a été jeté à ces bonbons, ou bien qu'un composé inconnu est présent à l'intérieur. La transformation des enfants ne s'est pas arrêtée là, et leurs visages sont devenus de plus en plus ressemblants aux traits des bonbons. Encore aujourd'hui, ils sont sous surveillance dans un de nos bâtiments, en attente de réussir à trouver un remède. Nos équipes sont sur le coup, et on espère un jour remettre la main sur les créateurs de ces bonbons. Si jamais ils recommençaient à en produire, cela pourrait avoir un lourd impact sur notre société. Mais cela fait plusieurs années à présent.
Et les derniers bonbons Rigolo Troc existants sont dans nos bureaux. Néanmoins, soyons toujours sur nos gardes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les bonbons Rigolo Troc sont disponibles dès à présent dans tous les magasins. Foncez découvrir tous ces nouveaux visages. Rigolo Troc, les bonbons qui vous rendent rigolo.